Salut, je suis Louis. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Dans une petite ville américaine, nichée dans les montagnes de Washington, il y avait un étrange Starbucks situé dans un ancien bâtiment datant du début du XXe siècle. Contrairement aux magasins franchisés modernes et standardisés, ce magasin avait une atmosphère unique. Des murs en briques apparentes, des luminaires anciens et une grande cheminée dans le coin confèrent au lieu un charme rustique. Cependant, ce qui a le plus attiré l'attention était un immense miroir orné qui occupait presque tout le mur du fond. Pour les locaux, Starbucks était un refuge confortable, mais il y avait des rumeurs à propos du magasin dont personne ne parlait ouvertement. Le miroir sur le mur aurait une sombre histoire, remontant à l'époque où le bâtiment était un orphelinat. Il semblerait que des enfants aient mystérieusement disparu et que le miroir soit le seul objet qui semble toujours témoin des événements. Cette nuit d'octobre, Starbucks était occupé. C'était la veille d'Halloween et l'atmosphère de la ville était en plein esprit de la saison. Parmi les clients se trouvaient 3 amis, Danny, passionnée d'histoires surnaturelles, Sarah, sceptique jusqu'à la dernière fibre de son être, et Lisa, qui y travaillait comme barista, mais qui était en congé et a décidé de rejoindre le groupe. Danny a insisté pour que tout le monde reste jusqu'à la fermeture du magasin, déclarant qu'il voulait voir quelque chose de bizarre se produire. Lisa a ri, disant que rien de surnaturel ne s'était produit là-bas, mais Danny a continué à insister. Il a mentionné que, selon les rumeurs, ces phénomènes étranges ne se produisaient que tard dans la nuit, lorsque l'endroit était vide. L'horloge sonne à 22h et Starbucks était sur le point de fermer. Les derniers clients sont partis et les employés ont commencé à nettoyer les lieux. Lisa en profite pour discuter avec ses collègues pendant que Danny et Sarah sont assis à une table à côté du miroir. L'atmosphère à l'intérieur du magasin changeait dès que les portes étaient verrouillées. Le bruit habituel des machines à café et le bourdonnement des conversations ont laissé place à un silence inquiétant. Le miroir au fond semblait attirer l'attention. Danny, assis en face, a fait remarquer que la surface brillante semblait plus sombre que d'habitude, presque comme s'il y avait une ombre derrière la vitre. Sarah a roulé des yeux et a dit que c'était juste le reflet des lumières extérieures. Lisa, quant à elle, a admis qu'elle se sentait toujours mal à l'aise en regardant trop longtemps dans le miroir. Elle a révélé que certains collègues avaient déclaré avoir entendu des chuchotements venant de cette direction pendant les quarts de nuit, mais elle n'avait jamais pris ces histoires au sérieux. Danny a décidé de jouer avec la situation. Il leur a suggéré d'essayer d'utiliser le miroir comme s'il s'agissait d'une planche Ouija, en posant des questions à voix haute pour voir si quelque chose pouvait répondre. Malgré les réticences de Sarah, le groupe a accepté. Danny a demandé, d'un ton moqueur, si quelqu'un était là avec eux. Rien ne s'est passé au départ. Le trio a ri et Sarah a dit que c'était une perte de temps. Mais quand Danny a posé une autre question, qui est piégé dans ce miroir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les lumières du magasin vacillaient légèrement et l'atmosphère devenait plus froide. Lisa remarqua que le reflet dans le miroir semblait flou, comme si la surface était embuée. Lorsqu'elle est allée le nettoyer, elle a trouvé sa propre image la regardant, mais avec un sourire qui ne correspondait pas à sa véritable expression. Elle recula d'un pas et le sourire disparut. Sarah a essayé de rationaliser cela en disant que c'était un jeu de lumière, mais Danny était visiblement excité. Il désigna le coin du miroir, où il y avait quelque chose d'étrange, une petite ombre qui ne correspondait à rien de l'environnement réel. Danny, curieux, commença à frapper au miroir, essayant d'attirer plus de réponses. Lorsqu'il le fit, le son résonna étrangement, comme si le verre était beaucoup plus épais qu'il n'y paraissait. Il a commenté que c'était comme heurter un mur creux. Lisa, déjà mal à l'aise, a dit qu'il devrait peut-être arrêter, mais Danny l'a ignoré. Il insista pour toucher à nouveau le miroir, mais cette fois avec plus de force. Le bruit de l'impact fut suivi d'un faible bruit, comme un gémissement venant de l'intérieur du mur. Sarah a tenté de calmer le groupe, mais la tension était palpable. Lisa, nerveuse, a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le bâtiment. Les documents historiques indiquaient qu'il s'agissait d'un orphelinat, mais on savait peu de choses sur ce qui s'y était réellement passé. Certaines histoires parlaient d'enfants disparus et que le miroir était le seul objet qui n'avait jamais été retiré des lieux. Soudain, quelque chose a changé. Les images dans le miroir commencèrent à se déformer. Les reflets qui étaient censés montrer uniquement le trio affichaient désormais des ombres supplémentaires, des formes humaines qui n'étaient pas présentes dans l'environnement réel. Une des ombres bougeait, comme si elle traversait le reflet, mais rien ne bougeait dans la pièce. Danny, ravi, a sorti son téléphone pour enregistrer, mais dès qu'il a pointé la caméra vers le miroir, l'écran est devenu complètement noir. Pendant ce temps, Lisa réalisa que son reflet ne l'imitait pas. Il se tenait immobile, la regardant droit dans les yeux, alors même qu'elle se déplaçait sur le côté. Le sourire revint, mais il paraissait désormais plus grand, anormal.
Les lumières du magasin vacillèrent violemment avant de s'éteindre complètement. Un silence sépulcral envahit les lieux. Seule la faible lueur du miroir illuminait la pièce, projetant des reflets troublants sur les murs. Megan a essayé d'utiliser son téléphone comme lampe de poche, mais l'écran était étrangement fissuré, comme si quelque chose s'était appuyé contre la vitre. Danny, quant à lui, restait fixé sur le miroir, persuadé d'avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Le miroir commença à émettre un son faible, comme un bourdonnement. Soudain, une fissure se forma à la surface et le son augmenta, se transformant en un cri aigu qui semblait venir de l'intérieur du verre. Avant qu'il n'ait pu réagir, une main pâle émergea de la fissure, se dirigeant vers le groupe. La main pâle qui sortit du miroir provoqua un choc collectif. Il était long et osseux, avec des doigts anormalement étendus, chacun avec des ongles acérés comme des griffes. Le groupe s'est figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Le bruit du craquement du verre résonna dans le magasin tandis que la fissure dans le miroir s'étendait, comme si elle s'agrandissait pour ouvrir un portail. Le silence fut rompu lorsque la main bougea, s'étendant plus loin. Danny, poussé à la fois par la peur et par son obsession du surnaturel, s'avança pour essayer de toucher la main. Avant qu'il puisse l'atteindre, la main se rétracta rapidement, disparaissant dans le miroir, ne laissant que la fissure à la surface. Le reflet sur la surface commença à changer. Au lieu de montrer l'intérieur du Starbucks, le miroir montrait désormais un couloir sombre et étroit avec des portes fermées des deux côtés. Quelque chose bougeait en arrière-plan, indistinct et rapide, comme une ombre. Sans avertissement, le miroir a émis un faible bourdonnement, qui a rapidement augmenté en intensité. Un tourbillon de lumière bleuâtre apparut au centre de la fissure, tournant comme un vortex. La force était si intense que les papiers et objets légers du magasin ont commencé à être aspirés vers le miroir. Lisa essaya de s'accrocher à l'une des tables, mais le tourbillon parut gagner en puissance. Sarah a crié, exigeant que tout le monde court, mais la porte du magasin ne s'ouvrait pas, comme si elle était verrouillée de l'intérieur. Le vortex commença à émettre des sons des voix chuchotées qui répétaient leur nom, de plus en plus fortes et insistantes. Danny fut le premier à perdre l'équilibre. Il fut entraîné dans le miroir et sa silhouette disparut dans le tourbillon. Lisa et Sarah l'ont crié, mais il était déjà parti. De l'autre côté, Danny s'est réveillé dans un endroit qui lui semblait à la fois familier et erroné. C'était une réplique déformée de Starbucks, mais avec tout inversé et recouvert d'un brouillard gris. Les murs étaient tachés et les lumières clignotaient faiblement. Il réalisa qu'il n'était pas seul. D'autres figures étaient là, mais ce n'étaient que des ombres humaines, immobiles, comme s'il s'agissait de projections. Au fond de la pièce, il aperçut la silhouette d'un petit enfant, lui tournant le dos, regardant une porte ouverte qui menait à un autre couloir. Danny a appelé ses amis, mais sa voix semblait n'avoir aucun son. Lorsqu'il essayait de bouger, l'enfant se retournait lentement. Son visage était pâle, avec des yeux noirs comme du charbon et un sourire qui semblait dépasser le naturel. Dehors, Lisa et Sarah étaient terrifiées. Le vortex avait disparu, mais le miroir montrait toujours la même scène du couloir sombre. Ils pouvaient voir Danny, debout de l'autre côté, mais il semblait incapable de les entendre. Lisa, sans y réfléchir à deux fois, s'approcha du miroir. Elle tendit la main vers la surface fissurée et, avant de pouvoir être arrêtée, elle fut tirée à l'intérieur. Sarah a crié pour elle, mais la surface du miroir brillait à nouveau du même ton bleuâtre, comme si de rien n'était. Maintenant, Sarah était seule. Dans le miroir, Lisa trouva Danny dans le couloir déformé. Il était toujours en train de regarder l'enfant. Lorsqu'elle essaya de l'éloigner, elle remarqua que sa peau était froide et raide, comme s'il était une statue. Pendant ce temps, Sarah a commencé à remarquer quelque chose d'étrange à l'extérieur. Son reflet dans le miroir agissait de manière indépendante, souriant alors qu'elle-même paniquait. Le reflet commença à bouger, l'imitant d'abord, puis parcourant l'espace comme s'il avait sa propre vie. Le magasin autour d'elle a commencé à se transformer. Les lumières sont devenues rouges et les ombres dans les coins ont commencé à bouger. Le Starbucks qu'elle connaissait était en train de disparaître, consumé par la même énergie que le miroir. Dans le miroir, Lisa a vu quelque chose qui l'a fait se figer. À l'une des portes du couloir, elle trouva une pièce pleine de petits miroirs, chacun montrant des personnes différentes, toutes piégées dans des scénarios similaires. Chaque reflet semblait raconter une histoire, des gens attirés dans le miroir, leur vie disparaissant à jamais. Elle réalisa que le miroir n'était pas qu'une porte. C'était un piège, un appareil qui consumait l'âme de ceux qui le regardaient trop longtemps. Les enfants disparus de l'ancien orphelinat n'étaient qu'un début. Le miroir collectionnait les victimes depuis des décennies. Lisa a également vu quelque chose de plus troublant, un reflet d'elle-même, mais dans un futur qui n'était pas encore arrivé. Dans cette version, elle était complètement seule, errant dans le couloir infini, comme Danny l'était maintenant.
Dehors, Sarah, désespérée, a finalement réalisé que la clé pour sauver ses amis n'était pas de briser le miroir, mais de faire face à ce qu'il contenait. Elle posa sa main sur la surface et sentit une force de traction. Lorsqu'il est entré, il s'est rendu compte que le couloir dans lequel se trouvaient Danny et Lisa n'était pas seulement un lieu physique, mais une manifestation de leur propre peur et regret. Danny était piégé parce qu'il ne pouvait pas faire face à son obsession pour le surnaturel. Lisa était paralysée par la culpabilité d'avoir ignoré les signes indiquant que quelque chose n'allait pas. Sarah, cependant, a commencé à réaliser quelque chose de plus profond. Le miroir n'était pas seulement une entité maléfique. Il reflétait la vérité la plus sombre sur chaque personne. Sarah se dirigea vers le miroir, se plongeant dans le vide déformé qui l'entourait. Le sentiment était écrasant. L'espace autour de lui était froid et lourd, comme si l'air était chargé de quelque chose d'invisible mais d'oppressant. Elle sentait son corps bouger, mais elle n'avait pas le contrôle total de ses actions. Devant elle, le couloir infini l'attendait, avec des portes qui semblaient palpiter, comme si elles étaient vivantes. Au centre du couloir, Sarah aperçut Danny et Lisa. Tous deux étaient piégés dans un état de torpeur totale. Danny était à genoux, fixant l'enfant aux yeux noirs qui semblaient maintenant le guider vers l'une des portes. Lisa était appuyée contre un mur, tremblante et regardant dans le vide, marmonnant des choses incompréhensibles. L'environnement semblait mettre chacun d'eux à l'épreuve. Le miroir n'était pas seulement un portail ou un piège, il était le reflet vivant de leurs plus grandes peurs et regrets, projetés dans un espace physique qui les emprisonnait. Sarah a d'abord essayé de joindre Danny. Il était obsédé par l'enfant devant lui, qui lui tenait maintenant la main et le conduisait lentement vers une porte sombre. Sarah a crié son nom, mais il n'a pas répondu. Lorsqu'elle parvint enfin à attraper son bras, elle sentit un choc parcourir son corps, comme si elle touchait quelque chose d'électrique. L'enfant se tourna vers elle. Ses yeux noirs semblaient comme des gouffres sans fond, l'entraînant dans une obscurité qui la terrifiait jusqu'au plus profond. Mais Sarah savait que ce n'était pas réel. L'enfant était une manifestation de la culpabilité de Danny d'avoir toujours cherché des réponses dans le surnaturel, négligeant les conséquences de son obsession. Elle a crié à Danny de se réveiller, mais il semblait hypnotisé. Ce n'est que lorsque Sarah s'est interposée entre lui et l'enfant qu'il a finalement cligné des yeux et repris ses esprits. L'enfant disparut en un instant, mais la porte derrière elle resta ouverte, montrant ce qui semblait être une réplique parfaite du Starbucks extérieur. Danny a essayé de courir vers la porte, mais Sarah l'a retenu. Elle savait que c'était un autre piège à miroir. Chaque porte du couloir était le reflet d'une sortie illusoire, conçue pour maintenir les victimes piégées dans le cycle. Alors que Danny retrouvait sa clarté, Sarah se dirigea vers Lisa. Elle semblait coincée dans une vision constante, répétant la même phrase. « J'aurais dû voir. J'aurais dû faire quelque chose. » Sarah s'est rendue compte que Lisa était tourmentée par les souvenirs d'événements passés, de moments où elle ignorait les signes de danger ou négligeait les sentiments de son entourage. En s'approchant, Sarah aperçut des reflets de Lisa sur les murs environnants. Chaque réflexion montrait un moment différent de sa vie, mais dans chacune d'elles, il y avait quelque chose qui la représentait comme absente ou indifférente. Ces versions de Lisa semblaient se moquer d'elle, murmurant à l'unisson. « Vous laissez cela arriver. » Sarah savait qu'elle devait obliger Lisa à affronter ses souvenirs pour briser le cycle. Elle a commencé à parler à Lisa, lui disant que tout le monde fait des erreurs, mais qu'elle ne pouvait pas laisser la culpabilité consumer son identité. Peu à peu, les voix se sont calmées et les reflets ont commencé à disparaître. Lisa leva les yeux vers Sarah, les larmes coulant sur son visage, mais pour la première fois, elle semblait être consciente de son environnement. Une fois Danny et Lisa rétablis, les trois hommes commencèrent à explorer le couloir, remarquant qu'il changeait. Les portes le long des murs ont commencé à disparaître, remplacées par des fenêtres montrant des scènes inquiétantes. Dans l'une d'elles, Sarah a vu une réplique d'elle-même, piégée dans une boucle infinie, servant du café à des personnages sans visage. Elle a compris que le miroir reflétait non seulement les regrets, mais testait également les gens, exposant leur âme d'une manière difficile à affronter. Au bout du couloir, une lumière bleuâtre brillait vivement. Il savait que c'était le cœur du miroir, le noyau où était concentré tout le pouvoir de l'entité. À mesure qu'il se rapprochait, la lumière révéla quelque chose de surprenant. Le miroir n'était pas qu'un piège pour les humains. Il était alimenté par quelque chose de bien plus grand, une entité ancienne qui utilisait les émotions humaines comme carburant. À sa surface apparaissaient et disparaissaient des visages, des personnes qui y étaient restées piégées au fil des années, alimentant l'énergie du miroir. Danny réalisa que le miroir était connecté à l'espace physique de Starbucks. Il se souvint des histoires du bâtiment, de l'orphelinat, et réalisa que ce n'était pas une coïncidence. Le miroir était comme un parasite, attaché au lieu, mais aussi à ceux qu'il consommait. Lisa, avec un courage renouvelé,
suggéra de détruire le noyau. Mais Sarah a remarqué quelque chose. Le miroir ne pouvait pas être détruit sans conséquence. S'il brisait le noyau, toutes les âmes piégées seraient libérées. Mais où irait-elle? Et qu'arriverait-il au bâtiment et à l'espace qui l'entoure? Alors qu'il débattait de ce qu'il fallait faire, l'entité a commencé à se manifester physiquement. Une ombre gigantesque apparut, avec de longs bras et une tête sans visage à l'exception de 2 yeux brillants. Elle commença à avancer vers eux, les forçant à prendre une décision rapide. Danny a trouvé un morceau de verre brisé sur le sol, faisant partie du miroir lui-même, et a réalisé qu'il pouvait l'utiliser contre l'entité. Il savait qu'il serait probablement attiré de façon permanente dans le miroir, mais il pensait que c'était le seul moyen de sauver les autres. Il regarda Sarah et Lisa, les remerciant silencieusement pour leur amitié, avant de courir vers le cœur. Alors que l'entité tentait de l'arrêter, Danny a collé le morceau de verre au centre de la lumière bleue. Le couloir tout entier a commencé à s'effondrer. Les murs se sont fissurés et les portes et fenêtres ont disparu. Une lumière bleue explosa, illuminant tout d'un éclat aveuglant. Sarah et Lisa se sentaient tirées en arrière, comme si elles étaient aspirées dans le monde réel. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils étaient de retour chez Starbucks. Le miroir a été entièrement détruit, réduit à des éclats de verre au sol. Mais Danny n'était pas avec eux. Starbucks était étrangement silencieux. Les lumières étaient revenues à la normale et le magasin semblait être exactement comme avant, à l'exception du miroir détruit. Des morceaux de verre éparpillés sur le sol reflétaient les plafonniers, mais aucun son ne venait de l'extérieur. Sarah et Lisa étaient allongées sur le sol, essayant de reprendre leur souffle. Danny n'était pas là. Sarah cria son nom, espérant qu'il s'était échappé du miroir avec eux, mais le magasin était vide. Lisa regarda autour d'elle et vit quelque chose d'étrange. L'un des plus gros morceaux de verre reflétait Danny, mais il n'était pas présent dans le monde réel. Son image dans le reflet semblait calme, presque résignée, et lorsque Lisa essayait de toucher le verre, celui-ci se dissolvait en poussière. Dans les jours qui ont suivi, Sarah et Lisa ont tenté de passer à autre chose, mais cette expérience les a changés à jamais. Le Starbucks était fermé pour rénovation, mais les habitants de la ville ont commencé à répandre des rumeurs sur le miroir détruit et sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Lisa est retournée travailler chez Starbucks lors de sa réouverture, mais a réalisé que quelque chose n'allait toujours pas. Parfois, la nuit, elle entendait des murmures venant du coin où se trouvait le miroir. Sarah a commencé à éviter complètement Starbucks. Elle chercha obsessionnellement le miroir, essayant de trouver des explications à ce qui s'était passé. Au cours de ses études, il a découvert des rapports faisant état d'autres miroirs similaires à travers l'histoire, tous liés à des événements et à des disparitions inexpliquées. Elle a découvert une théorie troublante, le miroir n'a pas été réellement détruit. Son énergie avait simplement été transférée vers un autre objet. Un soir, alors que Lisa fermait boutique, elle remarqua quelque chose dans un coin de la pièce. Une petite fissure est apparue dans le verre de la nouvelle décoration, un cadre en miroir qui a remplacé l'ancien miroir. En se rapprochant, elle vit quelque chose qui la laissa sans voix, l'image de Danny, qui faisait désormais partie de la surface du verre, la regardant. Il semblait calme, mais ses yeux imploraient de l'aide. Lisa est sortie en courant du magasin et le lendemain matin, elle a démissionné. Elle n'est jamais retournée au Starbucks, mais elle n'a jamais raconté à personne ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Pendant ce temps, dans une autre ville, un nouveau Starbucks a ouvert ses portes. Parmi les décorations modernes se trouvait un grand miroir avec un cadre antique qui ne semblait pas à sa place. Les clients ont commenté la beauté de l'objet, ignorant qu'il portait une sombre histoire. Le cycle continue, silencieux et implacable, attendant ses prochaines victimes. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. Sur l'autoroute déserte qui reliait l'intérieur de l'Arizona à la Californie se trouvait un motel oublié du temps appelé de motel du lever du soleil. Ses néons clignotaient d'un ton fané, annonçant des postes vacants, mais rarement personne ne s'arrêtait là. La façade patinée et les rumeurs locales en faisaient un lieu évité par les voyageurs, mais pour ceux qui n'avaient pas d'autre choix, c'était un refuge au milieu d'un désert impitoyable. Cette nuit-là, 3 amis, Alex, un photographe qui adorait explorer les lieux abandonnés, Rachel, sa compagne de voyage, et Ben, qui préférait le confort, mais accompagnait les autres par esprit d'aventure, ont été contraints de passer la nuit au motel à cause d'une tempête inattendue. Ils avaient prévu un voyage pour photographier le désert à l'aube, mais le mauvais temps les a obligés à modifier leurs plans. À contre-cœur, ils se sont garés au Sunrise Motel, où ils ont été accueillis par un directeur à l'air fatigué. Il semblait nerveux et hésitant lorsqu'il leur tendit les clés de la chambre 306, mais il n'expliqua pas pourquoi.
La chambre était simple mais fonctionnelle. Un lit double, un canapé délavé, une petite télé et un tableau abstrait dans les tons rouges au mur. Cependant, quelque chose concernant l'environnement semblait déplacé. L'air était lourd et un sentiment d'agitation flottait dans l'air. Alex, toujours curieux, a immédiatement remarqué que la chambre avait un grand miroir antique ovale, encadré de bois sombre, stratégiquement placé devant le lit. Rachel a commenté que le miroir n'avait pas l'air à sa place, comme s'il datait d'une autre époque, mais Ben, fatigué, voulait juste se reposer. La nuit ne faisait que commencer. Alors que l'orage faisait rage dehors, le groupe s'installa dans la chambre 306. Ben se jeta sur le canapé, épuisé par le long voyage, tandis qu'Alex commençait à inspecter les détails des lieux, intrigué par le miroir antique. Il remarqua que la monture était usée, avec des sculptures complexes qui semblaient former d'étranges visages et symboles. Rachel, déjà mal à l'aise avec son environnement, a essayé d'allumer la télévision pour se distraire, mais l'appareil sifflait et n'affichait que des parasites. Frustrée, elle décida de préparer ses affaires pour la nuit, mais elle ne put s'empêcher de se regarder dans le miroir. Il y avait quelque chose en lui qui semblait vivant, comme si chaque mouvement dans la pièce se reflétait avec un retard presque imperceptible. Alors qu'Alex ajustait son appareil photo pour prendre quelques photos du miroir, quelque chose d'étrange s'est produit. Lorsqu'il regarda à travers la lentille, il remarqua que la surface du miroir était différente. Ce n'était pas seulement un reflet, il voyait quelque chose de plus, comme des ombres qui n'appartenaient à personne dans la pièce. Ben s'est moqué de la paranoïa d'Alex, mais lorsqu'il s'est lui-même regardé dans le miroir, il s'est tu. Il vit un reflet qui n'avait aucun sens, lui-même était assis sur le canapé, mais son reflet le regardait directement, avec des yeux sombres et un sourire légèrement courbé qui ne correspondait pas à son expression. Rachel, déjà nerveuse, leur a demandé de couvrir le miroir, mais avant qu'ils aient pu le faire, les lumières de la pièce ont clignoté et se sont complètement éteintes. La pièce était plongée dans l'obscurité et le bruit du vent semblait plus fort que jamais, comme si la tempête était à l'intérieur de la pièce. Lorsque les lumières se sont rallumées, le miroir était embué, comme si quelqu'un avait soufflé dessus. Sur la vitre, il y avait des empreintes de mains que personne dans le groupe n'aurait pu faire. La tempête dehors s'intensifiait, les vents sifflaient à travers les fissures des fenêtres et la pluie battait contre les vitres. Dans la chambre 306, le trio essaya de se mettre à l'aise, mais quelque chose ne semblait pas normal. L'air était lourd, presque suffocant, et le silence qui dominait les lieux était plus inquiétant que le bruit de la tempête. Alex, intrigué par le miroir, commença à l'inspecter. Il remarqua que la surface était légèrement embuée malgré l'environnement sec de la pièce. Lorsqu'il a essayé de nettoyer le verre, il a remarqué quelque chose d'étrange. La sensation de froid qui s'en dégageait était intense, presque comme de la glace. Rachel, qui était allongée sur le canapé, a observé Alex jouer avec le miroir et lui a demandé d'arrêter, en plaisantant en disant qu'il finirait par réveiller un ancien esprit. Ben a ri nerveusement et a commenté qu'Alex avait toujours besoin de créer du mystère là où il n'y en avait pas. Mais alors qu'Alex ajustait l'appareil photo pour prendre quelques photos du miroir, l'énergie dans la pièce commença à changer. La première chose étrange s'est produite lorsqu'Alex a pris la photo. Dès que le flash a illuminé le miroir, il a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter instantanément. Sur la photo, il y avait une silhouette derrière lui d'une silhouette indistincte, de forme humanoïde, mais floue, comme piégée dans le miroir. Il ne dit rien aux autres, mais continua à observer son reflet. Cependant, lorsqu'il se regarda directement dans le miroir, il n'y avait rien d'inhabituel. Rachel fut la première à remarquer que la température dans la pièce avait baissé. Malgré la chaleur habituelle du désert, elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Alors qu'il vérifiait les fenêtres pour s'assurer qu'elles étaient bien fermées, il entendit un son sourd et lointain, comme si quelqu'un chuchotait. Ben, qui avait allumé la télé pour tenter d'ignorer le malaise, remarqua que le son se coupait. L'image sur l'écran vacillait, montrant des parasites intermittents. Il s'est plaint, mais lorsqu'il s'est retourné pour appeler les autres, il a vu quelque chose qui l'a figé. Dans le miroir, le reflet de Rachel était immobile, le regardant droit dans les yeux, même si elle lui tournait le dos. Ben essaya d'ignorer ce qu'il voyait, attribuant cela à la fatigue. Cependant, l'atmosphère dans la pièce est devenue encore plus oppressante. Alex, toujours concentré sur le miroir, commença à remarquer que le reflet semblait en retard par rapport à ses mouvements réels. Lorsqu'il levait la main, le réflexe mettait une seconde à réagir, comme si quelque chose essayait d'imiter ses mouvements, mais avec difficulté. Rachel a commencé à avoir la nausée. Elle a essayé de boire de l'eau, mais le liquide dans le verre avait un étrange goût métallique, comme s'il était contaminé. Le son des chuchotements était désormais plus clair, mais il ne venait pas de l'extérieur, il semblait provenir de l'intérieur même de la pièce.
Lorsqu'Alex a examiné les photos qu'il avait prises, il a remarqué que la silhouette de la première photo était plus nette. Elle avait désormais les yeux brillants, comme si elle regardait directement la caméra. Il a montré l'image à Ben et Rachel, qui ont immédiatement senti un frisson parcourir leur corps. Alors qu'ils discutaient de ce qu'ils devaient faire, la lumière de la pièce vacilla et s'éteignit complètement. La seule illumination provenait de petits éclairs extérieurs, qui illuminaient le miroir pendant de brefs instants. C'est alors que le miroir commença à émettre un son sourd, comme un bourdonnement. La surface semblait ondulée, presque liquide, et les ombres dans le reflet commençaient à se déplacer d'elles-mêmes. Rachel a essayé de quitter la pièce, mais la porte ne voulait pas bouger. Elle frappa désespérément en criant, mais le son semblait être avalé par le silence. Ben a essayé de l'aider, mais c'était également inutile. Alex, toujours regardant dans le miroir, réalisa que quelque chose en sortait. Une main pâle et allongée commença à émerger, suivie d'un bras. La silhouette dans le miroir semblait avoir du mal à percer la surface, se retirant avec des mouvements saccadés. La silhouette émergea finalement partiellement, sa moitié supérieure émergeant du miroir. Elle était grande, avec des membres disproportionnés et une peau grise qui semblait briller à la lumière des éclairs. Ses yeux étaient des trous sombres, mais il semblait les observer intensément. Alex a essayé de prendre plus de photos, mais l'appareil photo a complètement échoué. Rachel a pleuré tandis que Ben s'accrochait à une chaise, essayant de se protéger de la créature. Alors que la silhouette bougeait, un horrible bruit de craquement d'os remplit la pièce. Elle désigna le groupe, mais n'avança pas immédiatement. Au lieu de cela, il commença à marmonner quelque chose d'inintelligible, sa voix ressemblant à celle de plusieurs personnes parlant en même temps. C'est alors que Rachel remarqua quelque chose d'effrayant. Les mots que marmonnait la créature étaient les noms de chacun d'eux, répétés sur un ton menaçant. Mais il y avait aussi d'autres noms, comme s'il s'agissait des victimes précédentes dans cette pièce. Ben a commencé à leur crier de sortir, mais lorsqu'il s'est de nouveau regardé dans le miroir, il a remarqué que ses propres reflets avaient disparu. Au lieu de cela, le miroir montrait la pièce vide, comme s'il n'était plus là. La pâle créature émergeant du miroir devenait de plus en plus solide. Son corps rampait avec des mouvements saccadés, tandis que le bourdonnement du miroir s'intensifiait. Le son se mêlait aux murmures qui remplissaient la pièce, formant une cacophonie exaspérante. Rachel essayait désespérément d'ouvrir la porte, mais c'était comme si toute la pièce était scellée par une force invisible. Les murs tremblaient et le plafond semblait s'abaisser légèrement, comme si l'espace se rétrécissait autour d'eux. Pendant ce temps, Alex réalisa que le miroir n'était pas seulement une fenêtre sur l'autre côté, mais un piège conçu pour leur voler quelque chose. Chaque mouvement de la créature semblait plus coordonné, comme si elle choisissait sa première victime. Les reflets d'Alex, Rachel et Ben avaient complètement disparu du miroir, mais à leur place, de nouvelles images commençaient à émerger. C'étaient des gens qu'ils ne connaissaient pas, tous avec des expressions de désespoir figées sur leur visage. Les personnages semblaient heurter la vitre, essayant de s'échapper, mais leurs mains ne faisaient aucun bruit. Ben a essayé d'affronter la créature, en utilisant la chaise comme une arme, mais dès qu'il l'a soulevée, elle s'est arrêtée brusquement. Sans faire de bruit, il tendit le bras et le désigna directement. Au même instant, Ben ressentit une pression insupportable dans sa poitrine, comme si quelque chose essayait de l'attirer vers le miroir. Il tomba à genoux, criant à l'aide, alors que Rachel et Alex essayaient de l'éloigner du reflet. Mais la force invisible qui l'attirait était implacable. Ben a été soulevé dans les airs et, en un instant, son corps a été aspiré dans le miroir, disparaissant sans laisser de traces. Ben ouvrit les yeux et se retrouva dans un espace complètement différent. La pièce était une version déformée de la pièce 306, avec des murs recouverts d'une substance noire et collante. Les lumières vacillaient, projetant des ombres qui bougeaient d'elles-mêmes. Tout autour de lui, il voyait des gens dont le reflet se reflétait dans le miroir. Ils étaient piégés, avec des chaînes invisibles qui les liaient au sol. Ben réalisa qu'il était également piégé, incapable de bouger alors que des ombres humanoïdes se dirigeaient vers lui. Les ombres n'avaient pas de visage, mais il sentait leurs yeux fixés sur lui. Chacun de leurs pas semblait drainer son énergie, et il savait que s'il ne trouvait pas un moyen de s'échapper, il serait consumé par eux. Dehors, Rachel et Alex paniquaient. La disparition de Ben a encore changé la pièce. Les murs commencèrent à se fissurer, révélant le même vide sombre que celui que vivait Ben. Alex reprit l'appareil photo, le pointant vers le miroir, mais cette fois, l'image qui apparaissait dans le viseur était claire. Il a vu Ben de l'autre côté, piégé et entouré d'ombre. Alex essaya de crier pour lui, mais le reflet ne semblait pas l'entendre. Rachel réalisa que le miroir les manipulait, utilisant leur peur et leurs regrets comme des armes. Elle a commencé à se souvenir des histoires qu'elle avait entendues à propos du motel,
des gens qui avaient disparu dans des pièces spécifiques et dont les corps n'avaient jamais été retrouvés. Le miroir était la cause de tout. Rachel savait que détruire le miroir était sa seule chance de libérer Ben, mais elle réalisait également que cela pourrait coûter cher. Le miroir semblait être une entité vivante, se nourrissant de l'âme des personnes qui l'aspiraient. S'il était brisé, quiconque y était piégé pourrait disparaître à jamais. Elle trouva un morceau de métal cassé sur le sol, probablement une partie du cadre du lit, et se dirigea vers le miroir. La créature qui était sortie du miroir tenta de la bloquer, se déplaçant à une vitesse effrayante. Alex essayait de distraire la créature en lançant des objets et en criant, tandis que Rachel rassemblait le courage d'attaquer. Alors qu'elle soulevait le morceau de métal, la créature poussa un cri assourdissant qui fit vibrer toute la pièce. D'un puissant coup, Rachel heurta le miroir. La fissure déjà existante s'est propagée et le verre a commencé à se briser lentement. Chaque fissure émettait un son hurlant, comme si les âmes piégées étaient libérées ou détruites. La pièce commença à s'effondrer. Le sol s'affaissa, révélant le même vide sombre qui se trouvait de l'autre côté. La créature a perdu sa forme solide, se transformant en une ombre qui a disparu dans l'obscurité. Au dernier moment, Rachel aperçut la silhouette de Ben dans le reflet, criant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Puis le miroir explosa dans une vague de lumière bleue. Lorsque la lumière disparut, Rachel et Alex étaient de retour dans la pièce, mais tout était différent. Le miroir avait complètement disparu et la pièce était complètement silencieuse. Il n'y avait aucun signe de Ben. Rachel tomba au sol en pleurant, tandis qu'Alex essayait de trouver quelque chose pour expliquer ce qui s'était passé. Mais la pièce était vide, comme si de rien n'était. La chambre 306 était plongée dans un silence oppressant. Rachel et Alex se tenaient au milieu de l'espace vide, les yeux fixés sur l'endroit où se trouvait le miroir quelques instants auparavant. Les fissures dans les murs et les vibrations dans le sol ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, l'absence de Ben était comme une ombre qu'on ne pouvait ignorer. Rachel, toujours agenouillée sur le sol, ressentit une douleur écrasante dans la poitrine. Elle savait qu'ils avaient perdu Ben à cause du miroir, mais le vide dans la pièce ne semblait pas définitif. Quelque chose en elle lui disait qu'il était toujours là, quelque part, attendant peut-être d'être sauvé. Alex commença à parcourir la pièce à la recherche d'un indice, d'un objet susceptible d'offrir une explication ou une solution. Il a trouvé l'appareil photo dans un coin, miraculeusement intact, mais lorsqu'il l'a allumé, toutes les photos qu'il avait prises du miroir avaient disparu. La carte mémoire était vide. Alors qu'Alex vérifiait la caméra, Rachel entendit quelque chose. C'était un son faible, presque imperceptible, mais il était là. Une voix. Ce n'était pas un cri ou un murmure, mais ce qui ressemblait à un appel. Elle regarda autour d'elle, essayant de localiser la source, mais le son semblait venir de partout. Lorsque Rachel a mentionné le son à Alex, il a hésité. Il n'entendait rien, mais il voyait quelque chose d'inquiétant. Dans le coin de la pièce, là où se trouvait le miroir, une ombre commença à se former. Elle était vague et presque imperceptible, mais elle avait une présence indéniable. L'ombre commença à prendre forme, s'étirant vers le mur. C'était une figure humanoïde, mais sans trait défini, juste une silhouette qui semblait faite de fumée. Alex ressentit une vague de terreur, mais Rachel s'avança. Rachel réalisa que l'ombre essayait de montrer quelque chose. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression qu'elle devait lui faire face. En se rapprochant, il vit des images se former sur la surface sombre du mur. Ce n'étaient pas des reflets ordinaires, mais des scènes, des flashs de lieux et de personnes qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui semblaient familiers d'une certaine manière. Parmi les images, elle a vu Ben. Il était piégé dans un endroit qui ressemblait à une version déformée de la chambre 306. Les murs étaient couverts de fissures et des ombres se déplaçaient autour de lui. Il semblait crier, mais aucun son n'en sortait. Rachel toucha l'ombre et une vague d'énergie parcourut son corps. Elle vit un éclair de lumière et se sentit entraînée dans l'obscurité. Alex essaya de la retenir, mais c'était trop tard. Rachel disparut sous ses yeux. Rachel ouvrit les yeux et se retrouva dans un espace similaire à ce que Ben avait vécu. C'était comme si j'étais dans un monde alternatif, une version corrompue du motel. Les murs semblaient vivants, palpitant lentement comme s'ils respiraient. Elle a appelé Ben, mais sa voix a résonné sans réponse. En marchant, elle voyait ses reflets sur les surfaces des murs. Chaque reflet était différent, montrant des versions d'elle dans des moments de peur, de regret et de doute. Soudain, Rachel entendit la voix de Ben. Il appelait à l'aide, la voix étouffée et lointaine. Elle courut vers le son, traversant des couloirs interminables qui semblaient changer de forme à chaque pas. Rachel trouva finalement Ben dans un espace vaste et vide, au centre d'un cercle formé d'ombres humanoïdes. Il était agenouillé au sol, comme si quelque chose d'invisible le retenait. Lorsque Rachel tenta de l'atteindre, les ombres avancèrent,
formant une barrière impénétrable. Ben regarda Rachel avec des yeux pleins de désespoir mais aussi d'espoir. Il a dit que le miroir était vivant, se nourrissant des âmes qu'il consommait, mais qu'il y avait encore une chance qu'il puisse le détruire complètement. Rachel réalisa que les ombres étaient des fragments de personnes qui avaient été emprisonnées auparavant et que la seule façon de libérer Ben était de leur faire face. Rachel a commencé à crier contre les ombres, exigeant qu'elle libère Ben. Les silhouettes réagirent en se dirigeant vers elle, mais Rachel resta ferme. Elle réalisa que les ombres étaient des manifestations des peurs et des regrets de Ben et que, s'il y faisait face, il pourrait briser l'emprise du miroir sur lui. Elle commença à lui parler, lui rappelant qui il était, qu'il était plus fort que ça. Ben commença à se lever et les ombres hésitaient. Un par un, ils ont commencé à disparaître, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, le plus grand et le plus menaçant. Ben et Rachel ont affronté ensemble la dernière ombre. Alors qu'elle disparaissait, une fissure se forma au sol et une lumière intense remplit l'espace. Rachel et Ben se sont réveillés dans la chambre 306. Alex était à côté d'eux, les regardant avec étonnement. Le miroir n'était plus là et la pièce paraissait tout à fait normale. Ben était visiblement secoué mais reconnaissant d'être de retour. Rachel savait que quelque chose de plus grave s'était produit, mais a décidé de garder les détails pour elle. L'aube commença à illuminer le désert, projetant une lueur orange sur les montagnes au loin. La tempête était passée, mais à l'intérieur du Sunrise Motel, le poids des événements de la nuit pesait toujours dans l'air. Rachel, Ben et Alex étaient assis sur le lit de la chambre 306, en silence, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Le miroir n'était plus là et la pièce paraissait aussi ordinaire qu'une autre. Cependant, tout le monde savait que ce à quoi ils étaient confrontés n'était ni une illusion ni un cauchemar. Quelque chose de très réel et de très ancien les avait touchés. Rachel regarda Ben, qui tremblait encore légèrement. Il ne pouvait pas parler de ce qu'il avait vu dans le miroir, mais ses yeux racontaient l'histoire. Il portait des marques invisibles, et Rachel savait que le temps serait le seul remède à cela. Alex a suggéré qu'il parte immédiatement. Il ne voulait pas passer une minute de plus dans cet endroit. Rachel accepta, mais avant de partir, elle regarda une fois de plus le coin où se trouvait le miroir. Le mur avait un aspect différent, comme si une ombre invisible y était gravée, un rappel subtil que le miroir pourrait revenir. Alors qu'ils chargeaient leurs affaires dans la voiture, le directeur du motel apparut à la porte. Son visage était plus pâle que la nuit précédente, et il hésita avant de demander « Est-ce que vous avez passé un bon séjour ?» Rachel le regarda directement, réalisant qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Sans répondre, elle monta dans la voiture. Le directeur se tenait à l'entrée, les regardant partir, comme s'il savait que quelque chose d'important venait de se produire. Les jours suivants, le groupe a évité de parler de cette expérience. Ben a commencé à faire des cauchemars récurrents, se réveillant au milieu de la nuit avec le sentiment que quelque chose l'observait. Il ne l'a jamais dit à Rachel ou à Alex, mais parfois, dans le reflet d'un miroir aléatoire, il apercevait un éclair d'obscurité. Alex s'est consacré à enquêter sur le Sunrise Motel, essayant de trouver des documents historiques qui expliqueraient ce qui s'était passé. Il a découvert que le bâtiment était connu pour de mystérieuses disparitions au fil des décennies, mais qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une enquête officielle. La seule constante dans toutes les histoires était la présence du miroir. Rachel, de son côté, a commencé à remarquer de petits signes autour d'elle. Des reflets inhabituels dans les fenêtres, des ombres qui semblaient plus épaisses qu'elles n'auraient dû l'être. Elle savait que le miroir avait été détruit, mais elle sentait qu'il en existait encore quelque chose dans le monde. Dans une autre ville, à des centaines de kilomètres de là, un antiquaire a ouvert ses portes à un nouveau client. Parmi les objets poussiéreux et les reliques oubliées se trouvait un grand miroir ovale avec un cadre en bois sombre. Le propriétaire ne savait pas d'où venait le miroir. Il est arrivé en stock une nuit, sans aucune trace de livraison. Le trouvant fascinant, il l'exposa dans la vitrine, où sa lueur terne commença à attirer l'attention des passants. À la surface du miroir, quelque chose semblait bouger dans l'ombre, attendant. Rachel a commencé à faire des rêves étranges. Dans l'un d'eux, il a vu le miroir intact, comme s'il n'avait jamais été détruit. À l'intérieur, elle voyait sa propre image, mais elle ne lui ressemblait pas. L'image sourit d'une manière froide, presque prédatrice, avant de disparaître dans l'obscurité. À son réveil, il ressentit un rhume inexplicable dans sa chambre. Dans le miroir de la salle de bain, pendant un bref instant, elle vit le reflet de Ben et Alex, debout derrière elle, regardant directement la surface vitrée. Rachel savait que le miroir n'était pas terminé. Et au fond, elle avait l'impression qu'il l'attendait à nouveau. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres.
Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. Dans la campagne de Pennsylvanie, au milieu des montagnes et des forêts denses, il y avait un hôpital abandonné connu sous le nom de Saint-Asile de Miséricorde. Construit à l'origine dans les années 1930, le site était autrefois un sanatorium pour malades mentaux, puis un hôpital de guerre. Après des décennies d'exploitation, il a été fermé dans les années 1970 en raison de rapports faisant état de négligence et de disparitions inexpliquées de patients. Au fil des années, Saint-Merciès est devenu un lieu de fascination pour les explorateurs urbains et les amateurs de paranormal. Son architecture gothique, ses couloirs interminables et ses salles remplies d'équipements médicaux anciens ont créé un cadre idéal pour des histoires effrayantes. Mais rares sont ceux qui reviennent de leur visite sans porter un poids sur leurs épaules, ce qu'ils ne peuvent expliquer pleinement. Cette nuit-là, un groupe d'amis a décidé d'explorer l'hôpital dans le cadre d'un projet documentaire. Mason, leader et caméraman du groupe, était passionné d'histoires sombres et souhaitait capter le mystère des lieux. Olivia, la chercheuse du groupe, a apporté avec elle une pile de documents historiques sur l'hôpital. Ethan, le sceptique, était juste là pour s'assurer que ses amis ne se laissent pas engloutir par leurs fantasmes. En se garant à l'entrée de l'hôpital, le groupe a remarqué que l'endroit semblait plus vivant que prévu. Les fenêtres brisées reflétaient le clair de lune comme des yeux vides, et un vent froid traversait les arbres environnants, émettant un son presque humain. Pourtant, Mason était déterminé à entrer et à capturer chaque détail sinistre. Le trio franchit les portes rouillées de l'asile Saint-Merci, des lanternes éclairant le chemin à travers l'entrée principale. L'air à l'intérieur de l'hôpital était épais, rempli de poussière et d'une odeur métallique, comme celle du sang séché. Le silence n'était interrompu que par le bruit des pas résonnants sur le carrelage craquelé. L'entrée de l'hôpital menait à un grand couloir, avec des panneaux anciens indiquant différents services. Psychiatrie, chirurgie, radiologie et pédiatrie. Mason, caméra à la main, a tout enregistré, marmonnant à lui-même l'atmosphère parfaite pour son projet. Olivia analysait une vieille carte des lieux, essayant d'identifier les points les plus intéressants. Ethan, de son côté, restait en retrait, observant les ombres qui dansaient sur les murs. Il ressentit quelque chose d'étrange à partir du moment où ils franchirent les portes, mais il ne voulait pas l'admettre. Lorsqu'ils sont arrivés au service psychiatrique, le groupe a commencé à entendre des sons inhabituels. Un faible grincement, comme celui d'une chaise en mouvement, provenait d'une des pièces au fond du couloir. Mason a immédiatement couru pour capturer l'instant, tandis qu'Olivia le suivait, essayant de le calmer. Ethan hésita, sentant que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il retrouva enfin ses amis, il trouva Mason debout devant une porte entr'ouverte. À l'intérieur de la pièce, il y avait un fauteuil roulant antique qui se balançait doucement d'avant en arrière, comme si quelqu'un venait d'en sortir. Mason, enchanté par la scène, commença le tournage pendant qu'Olivia examinait la pièce. Elle a trouvé des dossiers médicaux jetés par terre, pour la plupart sans nom, mais tous avec le même diagnostic. Patient non identifié, comportement violent, porté disparu. Ethan, de plus en plus mal à l'aise, suggéra qu'il quitte cette aile, mais Mason insista pour continuer l'exploration. En suivant le couloir, le groupe arriva dans une grande salle centrale, qui semblait avoir servi de cafétéria. Les tables étaient couvertes de poussière, mais il y avait des empreintes de mains à la surface, comme si quelqu'un les avait récemment traînées. Olivia commença à lire quelques documents qu'elle avait trouvés par terre. L'une d'elles était particulièrement inquiétante. Elle faisait état d'un traitement expérimental réalisé sur des patients résistants, qui impliquait un confinement dans des chambres spécialement conçues pour le contrôle sensoriel. Ces patients n'ont jamais été enregistrés comme étant sortis. Pendant qu'Olivia lisait, Mason a remarqué quelque chose d'étrange en examinant l'enregistrement. Dans l'une des images capturées dans le couloir précédent, une silhouette est apparue pendant une fraction de seconde. C'était une ombre indistincte mais clairement humanoïde, debout dans un coin du couloir, regardant directement la caméra. Il a montré les images à Olivia et Ethan, mais Ethan, toujours sceptique, a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un reflet ou de poussière sur l'objectif. Mason n'en était pas si sûr. En essayant de quitter la cafétéria, le trio a remarqué que le couloir qu'ils traversaient était différent. Les murs étaient plus fins, recouverts de ce qui ressemblait à de la mousse noire, et l'odeur métallique s'était intensifiée. Olivia regarda la carte, mais rien sur le plan n'avait de sens. C'était comme si l'hôpital se réorganisait autour de lui. Mason a suggéré qu'il s'agissait simplement d'une confusion causée par l'obscurité et la tension. Mais Ethan a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors qu'ils essayaient de trouver une issue, ils ont entendu un bruit fort, comme du métal raclant contre du métal, venant d'un des couloirs latéraux. À contre-cœur, ils suivirent le bruit et trouvèrent une porte verrouillée avec une petite fenêtre en verre, couverte de terre.
Mason essuya la visière et regarda à l'intérieur. De l'autre côté, une silhouette se tenait immobile, le regardant droit dans les yeux. La silhouette était grande et mince, avec des bras disproportionnés et une tête qui semblait tordue selon un angle étrange. Elle ne bougeait pas, mais Mason avait l'impression d'être observé d'une manière qu'aucune caméra ne pouvait capturer. Olivia a essayé de l'éloigner de la porte, mais au moment où elle l'a fait, la silhouette a disparu. Mason a insisté pour ouvrir la porte, mais Ethan l'a arrêté. Le bruit des pas commença à résonner dans les couloirs, mais il ne venait d'aucune direction particulière. Suite au bruit, le trio trouva une pièce marquée comme « traitement expérimental ». Les portes étaient ouvertes, mais à l'intérieur il n'y avait qu'une chaise en métal, entourée de chaînes rouillées qui semblaient avoir été utilisées pour retenir quelqu'un. Olivia a trouvé des rayures sur le sol, comme si quelque chose avait été arraché de la pièce. Elle a également trouvé d'autres documents mentionnant un patient identifié uniquement comme K44, qui aurait disparu après une série d'expériences ratées. Mason a recommencé à filmer, mais sa caméra est tombée en panne. L'écran n'affichait que des parasites, mais en arrière-plan il y avait des voix pâles et leurs, mais des chuchotements qui répétaient des mots indistincts. Alors qu'Olivia lisait les documents et que Mason essayait de réparer la caméra, Ethan aperçut quelque chose bouger au loin au bout du couloir. C'était la silhouette à la porte, qui se dirigeait maintenant vers lui. Il essaya d'avertir les autres, mais lorsqu'il regarda à nouveau, la silhouette avait disparu. L'hôpital semblait les encercler, bloquant toute tentative de sortie. Mason, déterminé à découvrir ce qui se passait, leur suggéra de trouver la salle des archives, où il pensait qu'il pourrait en savoir plus sur ce qui s'était passé à l'hôpital. Mais Ethan commença à se demander si l'un d'entre eux s'en sortirait vivant. Les couloirs de l'asile Saint-Merci semblaient se transformer à mesure que le groupe avançait. À chaque tournant, les chemins semblaient plus étroits, les murs plus proches, comme si l'hôpital était vivant et les conduisait vers un endroit précis. Les lanternes vacillaient, émettant des faisceaux de lumière instables qui semblaient projeter des ombres là où il ne devrait y en avoir aucune. Alors qu'Olivia essayait d'identifier la bonne direction sur la carte, les autres remarquèrent que l'air était devenu plus froid, presque glacial. Les murmures devenaient plus forts, plus clairs maintenant, et semblaient venir de plusieurs directions. Les mots étaient indistincts, mais remplis de douleur et de désespoir. Après avoir suivi les couloirs plus longtemps que nécessaire, ils arrivèrent à une porte marquée Archives centrales. Il était entrouvert, avec de profondes rayures autour du cadre, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de s'introduire de force à l'intérieur. Mason fut le premier à franchir la porte, caméra à la main. La pièce était immense, remplie de dossiers sur des étagères rouillées qui s'étendaient jusqu'au plafond. Des papiers étaient éparpillés sur le sol, mêlés de saleté et de débris. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, une table était recouverte de ce qui semblait être du matériel médical abandonné et des dossiers de patients. Olivia a commencé à parcourir les documents pendant que Mason enregistrait. Ethan se tenait avec hésitation près de l'entrée, regardant les couloirs avec une paranoïa croissante. Parmi les documents, Olivia a trouvé quelque chose qui lui a fait arrêter le cœur un instant. Un dossier médical fait état d'une série d'expérimentations menées sur des patients considérés comme irrécupérables. Le but des expériences n'était pas clair, mais les notes parlaient d'un isolement sensoriel extrême et d'une rupture du psychisme pour accéder à des dimensions alternatives. Elle lut à haute voix un passage qui la troubla profondément. Le K44 a démontré des résultats inhabituels. Le patient semblait transcender l'espace physique, mais revenait avec des signes clairs de possession. Un isolement immédiat a été recommandé. Avant de pouvoir continuer, Mason attira l'attention d'Olivia sur quelque chose qu'il avait trouvé. Parmi les papiers posés sur la table se trouvait une vieille photo de 3 médecins posant à côté d'un personnage encapuchonné, le visage partiellement caché. Derrière eux, sur une civière, se trouvait un corps recouvert d'un drap, mais quelque chose semblait bouger en dessous. Alors que Mason et Olivia parcouraient les papiers, Ethan entendit des pas dans le couloir. Ils étaient lents, lourds, mais méthodiques. Il a appelé les autres, mais dès qu'il l'a fait, les sons se sont arrêtés. Lorsqu'il dirigea sa lampe de poche dans le couloir, il revit la silhouette, grande, mince, avec des bras disproportionnés. Elle ne bougeait pas, mais quelque chose dans sa posture lui donnait l'impression d'être évaluée. Ethan claqua la porte et cria aux autres de se dépêcher. Mason a couru vers lui, pointant la caméra vers la porte, mais le viseur n'a encore montré que des parasites. Cependant, pendant qu'il diffusait l'audio, ils ont entendu le bruit de quelque chose grattant la porte extérieure, comme des griffes grattant du métal. Soudain, la salle des archives a commencé à changer. Les étagères semblaient bouger toutes seules, se réorganisant pour bloquer la sortie. Les lampes de poche sont tombées en panne, laissant le groupe dans le noir pendant des secondes terrifiantes. Lorsque la lumière s'est rallumée,
Mason s'est rendu compte que sa caméra avait enregistré quelque chose de nouveau. Dans l'une de ses peintures, il avait capturé un visage pâle, avec des yeux noirs et sans bouche, regardant directement dans l'objectif. Olivia, fouillant désespérément dans le reste des dossiers, trouva un dernier document détaillant l'expérience de l'affaire 44. Il avait été enfermé dans une pièce souterraine spéciale, conçue pour neutraliser son influence. L'emplacement de la pièce était indiqué sur une carte usagée jointe au document. Mason, désormais convaincu qu'il devait enregistrer autant que possible, a insisté pour qu'il se cache. Olivia était réticente, mais elle savait que la seule façon de comprendre ce qui se passait était de trouver la pièce où le K-44 avait été confiné. Ethan, de son côté, voulait quitter l'hôpital immédiatement, mais remarqua que les couloirs derrière eux avaient disparu, comme si l'hôpital les forçait à descendre. Ils trouvèrent un escalier caché derrière une porte marquée « Accès restreint ». L'odeur métallique s'intensifia et le bruit des chuchotements devint presque insupportable. Le sous-sol ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Les murs étaient en béton brut, mais ils étaient couverts de rayures et de taches sombres qui ressemblaient à du sang séché. L'air était glacial et le sentiment d'être observé était écrasant. En avançant, ils trouvèrent des portes verrouillées avec de petites fenêtres vitrées. Derrière l'un d'eux, Mason vit quelque chose bouger, une ombre indistincte qui semblait disparaître à mesure qu'il approchait. Lorsqu'ils atteignirent le bout du couloir, ils trouvèrent une porte en acier renforcée avec le numéro 44 peint en rouge. Olivia hésita, mais Mason enregistrait déjà, déterminé à documenter ce qui se passait derrière cette porte. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, un souffle d'air glacial les frappa, éteignant leur lampe de poche. Au centre de la pièce se trouvait une chaise de contention avec des chaînes rouillées suspendues à ses bras et à ses jambes. Le sol était marqué de symboles étranges et sur les murs se trouvaient des inscriptions faites avec ce qui semblait être des ongles humains. Avant qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont vu, la porte derrière eux s'est fermée d'elle-même, les laissant piégés. La salle du CAS 44 était plongée dans une obscurité presque totale, interrompue seulement par la faible lumière des lampes de poche qu'ils essayaient d'allumer. L'air était suffocant, empli d'une énergie oppressante qui semblait peser sur leur corps. Le silence, initialement absolu, fut bientôt rempli par un subtil bruit de respiration, mais cela ne venait d'aucun d'eux. Mason, dont la caméra ne fonctionnait plus que partiellement, pointa l'objectif vers le centre de la pièce. Les chaînes suspendues à la chaise de contention ont commencé à se balancer d'elles-mêmes, émettant un son métallique qui se répercutait sur les murs. Il s'est rendu compte que les marques sur le sol et les murs n'étaient pas seulement décoratives, elles formaient un motif complexe, presque rituel. Olivia examine de plus près les écritures sur les murs. Certains étaient des mots, mais d'autres étaient des symboles inconnus. Parmi les phrases répétées, une ressortait « Le portail ne doit pas être ouvert ». Ethan, qui jusqu'alors essayait de rester calme, commença à frapper sur la porte en acier, essayant de la forcer à s'ouvrir. Cependant, chaque impact semblait se répercuter dans la pièce, amplifiant les murmures environnants. Les ombres dans le coin de la pièce commencèrent à bouger, prenant des formes vaguement humaines. L'un d'eux, plus grand et plus distinct, se distinguait des autres. La silhouette avait une silhouette mince, avec de longs bras qui semblaient s'étendre hors de portée, et sa tête se balançait à des angles impossibles, comme si elle essayait de regarder toutes les personnes présentes en même temps. Mason filmait frénétiquement, tandis qu'Olivia tentait de comprendre ce qui se passait. La silhouette s'approchait lentement, mais au lieu de marcher, elle semblait flotter, sa présence remplissant l'air d'une vibration qui faisait vaciller les lanternes. Lorsque la silhouette s'arrêta, elle désigna la chaise au centre de la pièce. Les chaînes ont commencé à bouger violemment et les symboles au sol ont commencé à briller en rouge. La silhouette murmura quelque chose d'inaudible, mais son intention était claire, elle ne voulait pas qu'il parte. Olivia trouva finalement un disque posé à côté de la chaise. Il s'agissait d'un vieux journal intime appartenant à l'un des médecins qui avait travaillé sur le K-44. Le texte était en grande partie illisible, mais ce qu'elle parvenait à déchiffrer était troublant. Le K-44 était un patient qui avait démontré des capacités inhabituelles après les expériences. Il pouvait manipuler l'espace autour de lui, déformant la réalité. Les médecins pensaient qu'il était devenu un lien vivant avec quelque chose de plus grand, quelque chose en dehors du monde humain. Ils ont essayé de le retenir, mais n'ont pas réussi. Le journal se terminait brusquement par la phrase « L'hôte doit être détruit, sinon il détruira tout ». Olivia comprit que le personnage devant eux n'était pas le K-44 lui-même, mais une manifestation de ce qu'il était devenu. Les lumières des lanternes s'éteignirent à nouveau et la pièce fut remplie d'obscurité. Des cris commencèrent à résonner autour d'eux, mais ce n'étaient pas seulement des cris de douleur, c'étaient des voix qui les appelaient, se moquaient et riaient. Ethan tomba à genoux, pressant ses mains contre ses oreilles, essayant de bloquer les sons. Mason a continué à enregistrer,
même s'il ne savait pas si sa caméra capturait quelque chose. Olivia remarqua cependant que le motif sur le sol réagissait à leur présence. Elle en déduisit que le motif était un seau, conçu pour contenir l'entité. Mais quelque chose n'allait pas, le modèle était incomplet. Une partie avait été usée par le temps ou le mouvement des courants. Olivia a crié à Mason et Ethan qu'ils devaient restaurer le modèle. À l'aide d'un morceau de métal rouillé qu'elle a trouvé sur le sol, elle a commencé à tracer les symboles manquants dans la poussière, tandis que Mason braquait sa lampe de poche sur elle. La silhouette commença à réagir, avançant vers eux avec des mouvements erratiques et violents. Ethan, surmontant sa peur, attrapa l'une des chaînes lâches et tenta de repousser l'entité, mais fut repoussé par une force invisible. Olivia travaillait frénétiquement, tandis que Mason continuait à filmer, capturant des images de quelque chose dont il savait que personne ne croirait s'il le voyait. Lorsqu'elle a terminé le motif, la pièce a tremblé violemment et une lumière intense a rempli l'espace. L'entité cria, un son aigu qui fit craquer le sol. La silhouette commença à se dissoudre, mais en disparaissant, elle tendit la main vers Mason. Il a tenté de s'échapper, mais a été rattrapé par une force invisible qui l'a attiré vers la chaise au centre de la pièce. Les chaînes entourèrent Mason, le fixant à la chaise. Il regarda Olivia et Ethan avec une expression de résignation, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La lumière sur le sol brillait plus fort et l'entité fut ramenée dans le motif, emmenant Mason avec elle. L'instant d'après, tout devint silencieux. Quand Olivia et Ethan ouvrirent les yeux, ils réalisèrent qu'ils étaient de retour dans le couloir principal de l'hôpital. La porte du sous-sol était fermée, comme si elle n'avait jamais été ouverte. La caméra de Mason était par terre, mais il n'était pas là. Olivia a pris la caméra et a vu qu'elle était toujours en train d'enregistrer. En visionnant la vidéo, il a vu des images de Mason assis sur la chaise, souriant légèrement avant de disparaître dans la lumière. Ethan a insisté pour qu'il parte immédiatement et Olivia a accepté. Ils coururent dans les couloirs, qui semblaient désormais plus normaux, et sortirent par la porte principale de l'hôpital. L'aube commençait à poindre sur l'hôpital Saint-Merci, mais la lumière du soleil n'apportait aucun soulagement à Olivia et Ethan. Dehors, tous deux étaient épuisés, le visage marqué par la terreur à laquelle ils avaient fait face. Le vent froid semblait emporter des murmures depuis le bâtiment, mais aucun d'entre eux ne se retourna. L'appareil photo de Mason était entre les mains d'Olivia. Elle ne pouvait pas décider quoi en faire, si elle devait tout regarder ou le détruire et ne plus jamais penser à ce qui s'était passé. Ethan resta silencieux, son expression lourde de culpabilité. Il savait qu'ils avaient laissé Mason derrière eux, mais il n'y avait pas d'alternative. Quelques jours plus tard, Olivia a finalement trouvé le courage de regarder les images de la caméra. La vidéo a tout capturé, les couloirs déformés, les ombres se déplaçant sur les murs et l'entité souterraine. Mais le moment le plus troublant est survenu à la fin. Dans les dernières secondes de l'enregistrement, Mason était coincé sur la chaise, souriant à la caméra. Il murmura quelque chose, à peine audible, tout est lié. Après cela, l'image montra quelque chose d'inattendu. La caméra s'est concentrée sur une autre pièce, un endroit qu'Olivia ne reconnaissait pas. C'était une chambre d'hôpital moderne, avec des appareils de surveillance toujours en marche. Au centre de la pièce se trouvait un miroir, reflétant quelque chose qui semblait bouger derrière la vitre. Ethan, essayant d'oublier ce qui s'est passé, décide de quitter la ville. Mais même au loin, il commença à remarquer des choses étranges. Les reflets dans les fenêtres semblaient le suivre, et la nuit, il entendait les mêmes murmures qui résonnaient dans l'hôpital. Olivia, de son côté, a commencé des recherches approfondies sur Saint-Merci. Elle a découvert que l'hôpital n'était pas le seul endroit où des événements similaires avaient été signalés. Des structures similaires dans d'autres États avaient des antécédents de disparition, avec de vagues mentions d'expérience et d'entité. Plus inquiétant encore, Olivia a trouvé des enregistrements d'autres cas similaires au cas 44, tous liés à des installations abandonnées ou à des hôpitaux oubliés. C'était comme s'il existait un réseau de lieux interconnectés, reliés par quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait le temps et l'espace. Quelques mois plus tard, Olivia est revenue à l'hôpital, déterminée à comprendre ce qui s'était réellement passé. En entrant, il trouva le bâtiment complètement vide, mais différent. Les marques sur les murs avaient disparu, et l'endroit semblait plus normal. Cependant, en entrant dans l'ancienne salle case 44, il trouva quelque chose de nouveau, un grand miroir ovale avec un cadre en métal. En surface, elle vit le reflet de Mason. Il avait l'air calme, mais ses yeux imploraient de l'aide. Elle essaya de toucher le miroir, mais fut repoussée par une vague de froid intense. Avant de quitter la pièce, il entendit un seul mot, froid. Dans un autre état, un hôpital fermé depuis des décennies a commencé à attirer l'attention des curieux. Les habitants ont parlé de bruits étranges venant de l'intérieur, de lumières vacillantes dans les fenêtres brisées.
Au centre de tout cela, un miroir est apparu, identique à celui de Saint Merci. Il attendit, prêt à arrêter sa prochaine victime. Olivia savait que le cycle ne finirait jamais.